le tri postal, avec la reconnaissance des codes postaux de manière automatique, c'est à base d'IA et plus personne ne se pose la question quand on met un code postal que ça va être trié de manière automatique par l'IA. Toutes les tâches à faible valeur ajoutée dans notre milieu, ça consiste à chercher la donnée, à la comprendre, à l'interpréter. Et tout ça, ça prend jusqu'à 70% du temps de l'utilisateur. Si on n'est plus dans la pénibilité de celui qui manie sa pelle et qui déplace des mètres cubes de terre, on est dans la pénibilité du travailleur de la donnée qui va se promener partout pour désespérément trouver sa donnée, vérifier qu'elle est pertinente, qu'elle est à jour, la contextualiser et éventuellement même considérer qu'à la fin que ce n'est pas la bonne donnée et que celle qu'il cherche, il ne la trouve pas. Tout ça, c'est le côté pénible des utilisateurs de l'informatique. L'IA, demain, et ce que l'on va en faire, fera partie de notre quotidien. Combien de gens aujourd'hui discutent avec des différents assistants vocaux qu'ils ont mis chez eux? Combien? Je pense que les chiffres de vente sont assez surprenants, pourtant c'est un jouet. C'est un simple jouet auquel vous pouvez demander la météo. L'intelligence artificielle, elle se démocratise de nos jours. On la voit partout, il y a énormément de projets de start-up, il y a énormément de projets tout court portés par des grandes entreprises, des centres de recherche autour de l'intelligence artificielle. C'est plus la chasse gardée de certaines entreprises hyper spécialisées ou qui avaient la puissance de calcul nécessaire à faire tourner ce genre de système. On fait tourner des frameworks d'intelligence artificielle sur des smartphones aujourd'hui. On a des caméras intelligentes avec de l'IA qui sont capables de faire de meilleures photos. Bientôt on aura des voitures intelligentes, donc des voitures autonomes. Et tout ça, c'est apporté par l'IA. Donc d'ici 5 à 10 ans, en fait, pour nous, l'IA, on la trouvera partout. Il est clair, par exemple, qu'on travaille sur l'intelligence artificielle au service de meilleurs diagnostics pour la santé. On est, pour parler français, dans le tech for good. Il n'y a pas d'ambiguïté pour ça. Quand on est à utiliser des modèles numériques, des données de capteurs que l'on fait parler grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture, par exemple, on est dans le domaine du tech for good et je pourrais prendre d'autres secteurs applicatifs, l'énergie et plein d'autres encore. On donne souvent aussi comme exemple les radiologues. Donc le fait que l'IA aujourd'hui permet de reconnaître des tumeurs très facilement, parfois même de faire mieux que certains radiologues. Et on dit attention, on va perdre tous les emplois, les radiologues ils peuvent rentrer chez eux dans 5 ans, alors que je pense que c'est pas la bonne façon de voir la chose du tout. Par exemple, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas assez de radiologues dans le monde. Surtout dans les pays en voie de développement aujourd'hui, on n'a pas assez de radiologues, donc il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais accès à cette analyse avec le système actuel. L'IA va permettre de faire une première passe sur ces scans, sur ces radios, et de repérer celles qui ont le plus de chances d'avoir une tumeur, ensuite d'envoyer ça au radiologue, ce qui va permettre à un nombre beaucoup plus important de personnes en fait, d'avoir cette analyse à disposition. Je pense à une base de données, notamment celle de l'assurance maladie, qui est probablement une des plus grandes bases de données de santé au monde. Et ça, comme vous le savez, l'intelligence artificielle, ça repose sur quoi? Ça repose sur le big data. Et avoir accès à ce pool d'informations est une opportunité unique pour toutes les entreprises qui voudraient faire de la recherche sur cette base. Pour obtenir la tech for good, sans la tech for bad, si je puis me permettre de parler ainsi, il va falloir un certain niveau de régulation. Je crois que s'il y a un domaine où on doit manipuler des milliards, des millions de milliards de données, c'est bien la santé. On l'a vu avec le séquençage du génome humain qui aujourd'hui est rendu possible pour $100 par Internet. Donc on a dans la santé, et notamment tout ce qui touche aux disciplines de la médecine prédictive ou au traitement ultra personnalisé sur une maladie donnée, en fonction de vos caractéristiques, en fonction de votre génome, la possibilité de faire un bond substantiel en matière de progrès dans la médecine. Tous les projets d'intelligence artificielle qu'on voit, dont le projet ELSI, visent à donner des outils aux médecins pour poser des diagnostics plus précis, plus rapidement, mieux traiter son patient, éviter l'apparition de complications, de comorbidités, anticiper l'évolution d'une pathologie. Et pour le patient, ça lui permet de le rendre plus autonome dans la gestion de sa pathologie. Ensuite, rien ne nous interdira de pouvoir utiliser d'autres technologies associées à l'IA, comme par exemple la blockchain, pour demander à un patient ou un adhérent de pouvoir hériter d'informations qu'il a pu donner à un tiers. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir s'en servir et que l'adhérent peut tout à fait être conscient que le partage de ces informations puisse être également intéressant pour un tiers. Dans 10 ans, je pense qu'il y aura
une pervasivité de l'IA, si vous voulez, où beaucoup d'applications vont utiliser l'IA as a service. Donc en fait, dans plein d'applications, vous allez avoir l'IA. L'IA sera un des composants de multiples applications dans les applications professionnelles.